significatifs que nous avons notés. Mais on ne va pas les qualifier qu'il n'y avait pas de circulation pendant la nuit. Non, moi je trouve que ce calcul est faux. Momar Souran, président de la commission transport du groupement économique du Sénégal, GES, estime qu'il faut aller plus loin pour trouver les véritables causes de ces accidents de la route. Il parle de dérèglement du secteur. On nous dit toujours que ce sont les chauffeurs, ce sont les transporteurs, mais ils n'ont pas un élément scientifique qui puisse déterminer les causes réelles des accidents pour avoir les stratégies idoines pour pouvoir régler le problème des accidents, car le Sénégal ne dispose pas d'un laboratoire d'accidentologie. Mais c'était des mesures, moi, que je qualifie d'impensées et d'impensables. Et la preuve, il n'y en a qu'une qu'on applique, et elle est partiellement appliquée parce que les véhicules roulent et ne s'arrêtent que lorsqu'ils voient un policier. Et cet arrêt des véhicules à 0 heure, on leur avait dit qu'il avait un impact sur une économie que j'appelle l'économie des Louma, qui participe quand même au développement de ce pays. Mais aujourd'hui... 2 ans après l'annonce des mesures préventives visant à réduire les accidents de la route suite à l'accident de 6 kilos, les acteurs du secteur des transports exhortent les nouvelles autorités à engager des réflexions approfondies afin de mieux aborder cette problématique. Moukal Soumli, toutes nos excuses pour ces quelques répétitions. Ça sent le boycott dans le démarrage des apprentissages en anglais dans le préscolaire et l'élémentaire à partir de mardi prochain, 14 janvier. Les 649 enseignants retenus donc pour les cours d'anglais sont divisés en 2 fronts. Certains décident donc de ne pas dispenser ces cours pour non-satisfaction des points mis sur la table des autorités. D'autres s'y mettront bien sûr Koumba Sandiane Faye avec les 2 parties. Nous avions décidé de dire au ministre que nous n'allons pas démarrer ces cours d'anglais-là. Lui et ses camarades ne comptent pas enseigner l'anglais dans leur classe dès le mardi prochain. Les raisons sont toutes simples. Parmi les 5 points revendicatifs, aucun n'a été satisfait. Et là, Tierno Faye dirige le groupe des noms de ce collectif des maîtres chargés de cours d'anglais. Les maîtres d'arabe n'ont pas fait la même chose. Eux, ils ont été recrutés à partir des CRFPE, mutés dans les écoles comme maîtres d'arabe simplement. Nous, et de-delà d'être maître de français, nous sommes pris également comme maître chargé de cours d'anglais. Donc nous devions exclusivement nous concentrer sur l'enseignement de l'anglais à l'élémentaire. Un autre groupe, celui des 8, Ndengak-Tessi, porte leur parole. En fait, on a jugé nécessaire de débuter parce qu'on s'est dit que pour pouvoir poursuivre les négociations avec le ministre, il était impératif de débuter, d'être dans le processus. Entre autres indemnités mensuelles, allègement des cours de français, revalorisation de leur statut, mise à disposition du matériel didactique et formation continue. Selon elle, le ministre de l'Éducation nationale les a entendus et les négociations vont se poursuivre. Pourquoi alors ne pas se lancer? Le ministre ne refute pas nos revendications. Il va vraiment essayer de trouver les vives moyens pour satisfaire nos doléances. 649 enseignants maîtres d'anglais ont été sélectionnés suite à une phase de test. Une nouvelle discipline à intégrer dans le programme scolaire, dont 10 écoles. De chaque inspection de l'éducation et de la formation, IF, préscolaire et élémentaire confondus. Le démarrage prévu le mardi prochain. Sauf que cela sont le non-effectif. Les enseignants devant le dispenser. À ce jour divisé, ce qui risque d'entraver cette introduction de l'anglais. Pourtant salué par tous les acteurs du système. Même si certains pensaient que l'application de la mesure dès cette année-ci a été précipitée. Midi 16 minutes, je vous l'annonçais en titre, suspension des importations de la pomme de terre. La mesure entre en vigueur ce vendredi. C'est dans le dessein de permettre aux producteurs d'écouler leur récolte. Production record de pommes de terre et d'oignons cette année dans la zone des Niayes. Les producteurs s'engagent justement à bien approvisionner le marché, surtout pendant le mois de Ramadan et même après. L'ARM, l'agence de régulation des marchés, a effectué une tournée dans la zone des Niayes pour échanger avec les producteurs sur les modalités d'écoulement de leur production. Cheikh Anta Diop. Le directeur de l'agence de régulation des marchés, Babacar Sembène, en tournée dans la zone des Niayes pour avoir un aperçu sur les prévisions des récoltes et échanger avec les producteurs sur les stratégies de commercialisation, annonce que le gel des importations de pommes de terre entre en vigueur dès aujourd'hui. Pour la pomme de terre, ça a été fait déjà parce qu'on a l'information comme quoi les récoltes vont démarrer le 15 janvier, Inch'Allah. Donc la mesure de gel des importations de pommes de terre a été prise et va entrer en vigueur à partir du 10 janvier. Et l'année dernière, c'était le 15 janvier. Pour l'oignon, c'est après, à l'issue de cette mission-là, qu'on va faire l'évaluation et de définir une date pour la mesure de gel des importations. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEF, nous sommes satisfaits
fait, ce qui est important, c'est que tous les acteurs puissent se voir dans la régulation. C'est ce qu'on cherche. Mohamed Dia, producteur d'oignons, se félicite de cette décision, mais émet des réserves. Nous avons une société de coopérative. Nous avons une société coopérative. Nous avons une société de coopérative de 2081 membres. Et notre seul souci, c'est un problème de stockage de nos produits. Le nouveau directeur de l'horticulture, Cheikh Ahmed Bassirou Sané, assure les producteurs maraîchers. Bientôt, toutes les zones de production dans le périmètre des Niayes seront dotées d'infrastructures de stockage. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Au mot pour parler de la culture dans ce midi, le FESPACO 2025 Demba de Mamadou Dia. Le seul film sénégalais en lice pour l'étalon d'or de Yenenga dans la catégorie long métrage fiction. Le cinéma sénégalais est par contre très bien représenté dans plusieurs autres sections de la compétition officielle de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Conférence de presse ce matin au cours de laquelle donc la liste officielle a été dévoilée. Anna Rocha. 16 films sénégalais seront en compétition officielle pour cette 29e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Demba de Mamadou Dia est dans la course à l'étalon d'or de Yenenga dans la catégorie long métrage fiction. Le Sénégal n'a plus remporté la récompense suprême à Ouaga depuis Félicité d'Alain Gomis en 2017. Le film a remporté le Tanit de bronze il y a 2 semaines lors des dernières journées cinématographiques de Carthage en Tunisie. Le Sénégal sera également bien représenté dans la catégorie Panorama avec 3 films dont Banel et Adama de Ramata Toulaïsi et Ndar Saga Wallo, le dernier documentaire long métrage d'Ousmane William Baye. 5 films sénégalais sont dans la compétition officielle des courts métrages Les Wahoul de Yorombaye, Langue maternelle de Marianne Diaye, 2002 Bataille contre l'oubli d'Abdul Aziz Bass, Butset de Alicia Mendy et Nous les griots de Demba Konaté. Le Sénégal est par ailleurs présent dans les sections animation, Soukabé programme jeunesse, série, mais absent des sections films d'école et documentaires long métrage. Selon le comité d'organisation, 235 films ont été sélectionnés au total, représentant 48 pays pour cette 29e édition du FESPACO prévue du 22 février au 1er mars 2025. Et puis, notez que depuis hier, on en parle sur cette antenne, cette houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre 2,5 mètres qui balaie les côtes sénégalaises. Elle va se poursuivre jusqu'à 23h ce vendredi selon les services de la météo qui recommandent donc une vigilance absolue. C'est un phénomène qui peut occasionner des accidents en mer et des inondations côtières. Alerte rouge donc, les pêcheurs sont priés de ne pas aller en mer. Une belle transition pour accueillir un lébou sur cette antenne. Boubacar Dieng pour l'actualité internationale. Bonjour. Bonjour Barthélémy. RFM. L'actualité internationale. Guinée-Conakry d'abord. Après la dissolution en octobre dernier de 53 partis politiques, la junte au pouvoir a sommé à nouveau les mouvements politiques sans autorisation administrative préalable de cesser leurs activités. Effectivement, le gouvernement guinéen a suspendu les partis politiques non autorisés. Les autorités guinéennes disent regretter la prolifération des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable. Un récit de Ndendoumbe Diop. C'est dans un communiqué lu à la télévision nationale dans la soirée que le ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation, Ibrahim Khalil Condé, a dit regretter la prolifération des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable. En conséquence, il est demandé à tous ces mouvements de cesser immédiatement leurs activités. Ces propos ont eu lieu dans un climat tendu 3 jours après une manifestation de l'opposition qui réclame le départ de la junte et dénonce un exercice de plus en plus autoritaire du pouvoir. La junte avait dissous en octobre 2024 53 partis, en avait suspendu pour 3 mois 54 autres et avait mis sous observation 67 autres, parmi lesquels les principaux partis d'opposition, le Rassemblement du peuple de Guinée d'Alpha Condé et l'Union des forces républicaines. Dans sa déclaration de jeudi soir, la junte a invité les institutions nationales, internationales et les partenaires techniques et financiers à cesser toute collaboration avec les
les 54 partis politiques suspendus jusqu'au 31 janvier. Ndendoumbe Diop et en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a vigoureusement dénoncé jeudi un complot qu'il attribue à des, je cite, menteurs et à des escrocs. C'était lors d'un procès à Paris concernant le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le gouvernement libyen dirigé par l'ancien leader Muammar Kadhafi. Dans ses premières déclarations depuis le début de ce procès lundi, Sarkozy a déclaré « Vous ne trouverez jamais un euro libyen, un centime libyen dans ma campagne ». L'ancien président français a, en fonction de 2007 à 2012, fait face à des accusations de corruption passive, de financement illégal de campagne, de dissimulation, de détournement de fonds publics et d'association de malfaiteurs, des charges passibles de jusqu'à 10 ans de prison. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 10 avril avec un verdict attendu à une date ultérieure. Barthélémy Ngom. Aux États-Unis, la Californie qui fait face aux incendies plutôt les plus violents de son histoire. Au moins 10 personnes sont mortes depuis le début de ces incendies. Des milliers d'autres personnes ont été déplacées. Près de 7500 pompiers, 400 renforts militaires sont mobilisés pour venir à bout des flammes. Sodetiam nous en dit plus. Les feux continuent de ravager Los Angeles. Les deux principaux incendies qui font rage dans la mégapole californienne restent hors de contrôle dans des conditions météorologiques critiques. Ce sont au moins 180 000 personnes qui sont concernées par un ordre d'évacuation. Des milliers de bâtiments ont été détruits. Ces deux incendies ont emporté 9000 structures, des maisons, des commerces, des écoles, des lieux de culte. Au cours d'une réunion organisée jeudi, hier dans l'après-midi à la Maison-Blanche, avec des responsables intervenant dans la gestion de ces feux violents, le président américain Joe Biden, qui vit ses derniers moments au pouvoir, a déclaré, je cite, « Il s'agit des incendies les plus étendus, dévastateurs de l'histoire de la Californie ». Fin de citation. Conflit dans la bande de Gaza, le ministère palestinien de la Santé a révélé un nouveau bilan. Plus de 46 000 morts et 109 378 blessés parmi les Palestiniens depuis le début du conflit le 7 octobre 2023. De l'autre côté, à Tel Aviv, jeudi, les familles des otages israéliens tués à Gaza ont lancé un appel pressant en faveur d'un accord rapide pour libérer tous les proches encore retenus. Un appel qui intervient au lendemain de la récupération par les forces israéliennes du corps d'un otage dans l'enclave assiégée. Pendant ce temps, à Gaza, le chaos humanitaire atteint des proportions sans précédent et exacerbe les souffrances de la population prise au piège. Dans cette tragédie, Barthélémy Ngom, c'en est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup, Boubacar Dian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La parole à nos deux intervenants tout à l'heure. Donc en fin de journal, le débat du jour, le gouvernement à l'épreuve de la demande sociale et de la tension dans plusieurs secteurs. Pour en parler, nous serons avec deux analystes politiques, Abdulkader Sanogo et Pape Amadou Fall. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Du football pour commencer ce journal des sports. Avec la journée de Ligue 1 du Sénégal, la 11e journée avec ses matchs prévus ce samedi. Diamono Fatick contre l'Union Sportive de Ouakam, Dakar Sacré-Cœur contre la Linguère de Saint-Louis. Oslo joue contre les HLM de Dakar. Walidan se déplace pour défier l'équipe de Sonacos. Et l'US Gorée joue contre Teungueth FC. Le match devant opposer l'AS Pikine à Guédiawaye Football Club prévu dimanche prochain a été renvoyé à une date ultérieure. La raison, le manque de service d'ordre, c'est ce qu'a expliqué ce matin Pape Momorlo, responsable de la Ligue de football professionnel à Sodetiam. Le match Pikine-Guédiawaye est un match à enjeu sécuritaire majeur. La Ligue avait programmé une réunion hier entre les différents acteurs, les responsables de Guédiawaye et les responsables de Pikine, de 17h à 19h30. Ensuite du commissaire d'Embassar, qui est l'officier de sécurité de la fédération, mais également du lieutenant de police, du commandant de police de Guédiawaye, pour qu'on voit ensemble les modalités d'organisation
de ce match-là sur le plan sécuritaire. Et nous avions retenu toutes les dispositions nécessaires. Pikine, qui était là, a présenté son schéma organisationnel à Guédiawaye qui a validé. Ce n'est que hier vers minuit que le commissaire Demba Sarr lui-même est revenu appeler le directeur exécutif qui m'a appelé également tardivement la nuit, vers minuit et demi, pour me dire qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que la haute autorité de la police a appelé le commissaire Demba Sarr pour dire que pour des raisons de sécurité, les effectifs de la police seront déployés pendant ce week-end pratiquement dans plusieurs zones au niveau du Sénégal, en sus du combat de lutte. Il y aura, le Premier ministre va se déplacer à Louga, le président va se déplacer quelque part, etc. Donc, finalement, puisque la lutte, malheureusement, ça je l'ai interpellé le commandant hier, pourquoi toujours la lutte au profit du football? Pourquoi? Parce que je me dis simplement, parce que la lutte, c'est pratiquement 1000 policiers et gendarmes qu'ils vont mobiliser. Alors que si c'est un match de football, c'est entre 75 et 100 policiers. Voilà la raison. Donc la Ligue ne pouvait que constater, malheureusement, parce que c'est un match en enjeu sécuritaire majeur. Nous parlons à présent de la rencontre Jaraaf de Dakar contre l'équipe de l'ASEC Mimosa prévue dimanche prochain au stade Maître Abdelawada Diamniadio, comptant pour la 5e journée de la Coupe de la Confédération africaine. Les supporters de Jaraaf, bien qu'étant interdits d'accès au stade, puisque cette rencontre va se jouer à huis clos, aiment donc leur équipe et comptent le manifester pour montrer aux joueurs et aux dirigeants qui seront toujours là avec eux, quelles que soient les circonstances. Reportage de Mohamedou Ababayo. Des supporters du Jaraaf sont venus assister à la séance d'entraînement de leur équipe qui prépare sa rencontre avec l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Le match va se jouer à huis clos, ce qui ne plaît pas à ces supporters du nord de Racine Ndiaye. Vraiment, c'est des regrets. Jouer devant tout le public sans les supporters, c'est vraiment compliqué. Mais d'une part, c'est une bonne chose parce que le match passé, s'il n'y avait pas huis clos, est-ce que les Jaraaf allaient égaliser? Mais on va compenser avec, on va essayer de gagner, Inch'Allah. Toutefois, on reproche aux supporters de l'équipe de la Médina d'être responsable de la violence lors des matchs. Père Commissaire Lo, membre du Jaraaf, estime que la direction du club a pris de bonnes mesures. Ces violences au sein du club, c'est des faits divers. Ils ne sont pas habitués parce que qui connaît le Jaraaf et sa devise, depuis sa fondation en 69, c'est très bien que ça c'est des petits trucs de rien du tout. C'est des petits trucs d'enfants. La direction du club a pris les mesures nécessaires. On n'en parle plus et c'est terminé. Boubacar Sankaré, membre du comité national des supporters du Jaraaf qui se dit confiant, accepte la loi du foot avec le huis clos. On est confiant, d'autant plus qu'on sait ce que nous attend pour le dimanche. On attend un résultat positif, surtout pour le football sénégalais, plus particulièrement pour les Jaraafman aussi. Parce qu'un bon résultat positif, ça fait que améliorer le football sénégalais et d'autres perspectives qui vont essayer d'ouvrir. C'est difficile parce que tout supporter aimerait aussi désirer assister à son équipe comme 12e homme, être dans les gradins et faire une forte mobilisation. Mais malheureusement, Dieu a voulu connaître les lois du jeu. S'il y a des soucis aussi, on dit que le match sera à huis clos. On préfère envier ce que le CAF a décidé. La rencontre du Jaraaf contre l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire ce dimanche au stade Abdoulaye Wade sera un match décisif pour les deux équipes. Oui, en attendant le match de dimanche, donc Malal Diagne Junior, nous parlons de la lutte avec frappe. Pour parler de ce combat prévu dimanche également à l'arène nationale, Gris Bordeaux contre Zarco, un combat analysé par Malik Tchandou. Gris Bordeaux est dans un impératif de victoire parce que Gris n'a plus renoué avec la victoire depuis 2015, c'est-à-dire lors de sa victoire sur Mohamed Ndao Tyson. Ça fait 10 ans que le 3e Tigre de Fass n'a pas goûté aux délices d'une victoire. Donc aujourd'hui, pour le 3e Tigre de Fass, l'enjeu est de taille, gagner ou disparaître de l'arène parce que ses dernières victimes ont tous raccroché et aujourd'hui, il a besoin d'une victoire pour redorer son blason et essayer peut-être de terminer sa carrière dans les années à venir en beauté. Mais une victoire l'écarterait définitivement peut-être de l'arène. Une défaite, je veux dire, l'écarterait de l'arène. Maintenant, pour cela, il aura en face de lui un jeune qui est sur une très belle dynamique de victoire, Zarco en l'occurrence, le fou de Grand Yoff, parce que lui, il a aligné 3 victoires de rang. Maintenant, il est face à un adversaire qui est quand même redoutable et expérimenté. Peut-être que sa fougue, sa force et sa détermination pourront peut-être lui permettre de battre Gris Bordeaux. Mais dans ce combat, moi, je dis que si je donne un favori, je le donnerai à Zarco, qui athlétiquement, physiquement et psychologiquement est mieux armé que Gris Bordeaux. Mais attention, sur le plan de la bagarre, Gris Bordeaux a des arguments non négligeables qui peuvent lui permettre peut-être d'obtenir une victoire par KO. Voilà, Barthélémy, c'est tout pour les sports. Verdict ce dimanche, Malal Diagne Junior. Merci beaucoup. RFM, la presse du jour. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour.
Immatriculation des deux roues, la pression des Jakartamen pèse. Soumise à la puissance de feu potentiel des Tchak-Tchak, l'État met la pédale douce. Il se réagit et songe de vitesse, constate le quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le journal nous dit que pour éviter d'avoir à gérer la colère de ces jeunes, le quotidien note que le ministère des Transports a multiplié les sites de vérification technique des motos, notamment à Dakar. La mise en place des commissions itinérantes dans les dépôts ou certaines communes. Facilitation aussi de la légalisation des pièces au niveau des commissariats de police et brigades de gendarmerie. Sucré salé du quotidien note que finalement c'est tout le monde qui y gagne. Le confrère écrit que la grogne des Jakartaman a failli déborder pour atteindre des dimensions incontrôlables. Mais heureusement que tout le monde finit par se rendre compte que peu de gens ont intérêt à laisser la colère s'étendre. Mais là, se relève tout de même que tout le monde n'a pas la même compréhension de l'affaire. Division chez les Jakartaman. C'est Vox Populi qui le dit. La guerre de positionnement entre partisans du soft power et ceux de la ligne dure. Finalement, les Tchak-Tchak de toute façon ne lèvent pas le pied, croit savoir Walfadjri. Et à ce jour, c'est Diomaye Faye et Sonko qui risquent de perdre le songe. S'aliéner, ces jeunes, c'est le moyen le plus sûr de perdre de l'électorat. Le journal L'Observateur pointe les éventuels impacts négatifs de cette révolte. À lire l'entretien avec Ansoumana Badji, le président de l'Union nationale des motos-taxis. Enquête lui fait focus sur les tensions, le brusque accès des fiers sur le marché avec la montée des prix. Malgré une enveloppe de 53 milliards destinée à alléger le coût de la vie, les ménages souffrent toujours face aux tensions. Le journal Enquête note que les grossistes alimentent un commerce parallèle lucratif. Ils contournent les lois. Les promesses d'autosuffisance alimentaire tardent encore à se matérialiser. Dans le journal Le Soleil, la filière lait local ne se porte pas mieux, note encore le confrère. Le journal Tribune, lui, nous dit que la mauvaise campagne agricole a amplifié l'exode rural. Tous en ville à la recherche de travail et de meilleures conditions de vie. Aux jeunes qui avaient l'habitude de partir en ville se sont ajoutés les femmes et les pères de famille dans le désarroi. Les jeunes paysans du bassin arachidier, du Cayor, du Yolof, du Niambour, du Fouta, obligés de rallier les centres urbains pour survivre. Le journal LAS lui fait focus sur les projections fantaisistes, les comptes performance des finances publiques, le manque de transparence de la loi de finances et encore la politisation à outrance de l'administration sous Diomaye et Sonko. Oui, une méthode qui inquiète. Le confrère relève que l'élaboration de la loi de finances 2025 à partir des évolutions favorables de celle de 2024, alors qu'ils ont produit un déficit abyssal, fait grincer des dents dans les régies financières. Ce procédé rend aux yeux de certains agents de l'administration avec les bonnes pratiques qui devraient objectivement exposer entre autres la méthode d'estimation des recettes potentielles pour 2025 et la méthode de calcul des recettes effectivement perçues en 2024. En conséquence, selon eux, le budget 2025 donne l'image d'une comédie dramatique et pathétique. Et puis dans le journal Source A, tous ces mangas qui créent la polémique en donnant 22 millions de francs CFA aux étudiants de Ziguinchor, c'est pour éponger leurs dettes envers leur bailleur. Le journal lui a posé la question. Eh bien, comme moyen de défense, il dit c'est la fondation Lonase qui a décaissé l'argent. Il dit on a une rubrique secours aide. C'est la fondation qui a financé. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, la parole donc à nos intervenants. Le débat du jour, le gouvernement à l'épreuve de la demande sociale et de la tension dans plusieurs secteurs. Pour en parler, nous avons deux analystes politiques en ligne. Abdou Khadre Sanogo, on me dit qu'il n'est pas encore en ligne. Pape Amadou Fall est bien là. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour, Barthélémy. Oui, donc Pape Amadou Fall va sans doute nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je vous donne la parole directement à Pape Amadou Fall, analyste politique, tout comme Abdou Khadre Sanogo. Vous l'avez certainement constaté, cette tension dans plusieurs secteurs d'activité, pour ne pas les citer, et le secteur informel, le cas des Jakarta, bien sûr, le secteur de l'éducation avec les syndicalistes également qui annoncent des préavis de grève pour exiger le respect des accords, des accords signés. Vient s'ajouter maintenant cette problématique liée à la demande, liée à la cherté des denrées de première nécessité. On a cité un peu le cas du sucre, de l'huile, entre autres. D'abord, quelle lecture faites-vous un peu de cette situation, le nouveau régime, voilà, à l'épreuve de toute cette situation-là? Merci. La réalité du pouvoir,
Je pense que quand on l'analyse dans cette dimension, on peut comprendre cette, je ne dis pas forme même, mais je dirais même toute cette impatience qui est en train de se dégager, de bien s'exprimer dans beaucoup de secteurs. Je pense que en arrivant au pouvoir, les dirigeants du PASTEF, le pouvoir qui est en place, se rendent compte que oui, beaucoup de choses peuvent être promises, mais quand il s'agit de les réaliser, il y a toujours un gap. Et les populations, elles n'attendent pas. N'attendent pas parce que vous leur aviez dit, nous vous offrirons ceci, nous ferons cela pour vous. Quand on entend les Jakartaman, la plupart considèrent qu'il y a de la trahison. Certains même s'avancent à dire, oui, c'est nous qui vous avons porté au pouvoir et vous êtes les premiers à vous retourner contre nous. C'est inacceptable. Malheureusement, un pays doit être organisé. Pour ce qui les concerne, eux, les Jakartaman. Je pense que les revendications, il y aura des négociations peut-être pour aller dans le sens de l'apaisement. Mais pour ce qui concerne l'autre aspect maintenant, la cherté de la vie, ça, vraiment, les Sénégalais ne comprennent pas. Beaucoup de pères de famille même se projettent aujourd'hui en disant, si j'ai la possibilité, je vais acheter quelques kilos de sucre, des sacs de riz, parce que je ne sais pas ce qui va arriver durant le mois de Ramadan ou peut-être les mois qui vont suivre. C'est ça. Et que les populations contestent, heureusement, que les populations puissent contester pour dire aux tenants du pouvoir, nous voulons un autre Sénégal. Vous nous aviez promis un autre Sénégal. Cela fait presque 3 mois que vous êtes là, mais les horizons sont encore sombres, les perspectives, n'en parlons pas. Que faire par rapport à tout cela? Se retrouver, dialoguer, parler, parce que le rôle d'un gouvernant, c'est surtout de savoir convaincre ses populations. Oui. S'ils arrivent, les tenants du pouvoir, à bien camper le dialogue, certains même vous disent, c'est trop tôt pour les juger. Ils ne sont là que depuis 9 mois, il y a tellement de choses à faire. Tout cela, les gens sont d'accord. Mais vous savez, le Sénégalais, quand vous touchez à sa poche, quand les choses deviennent ingérables, ces réactions sont souvent ce que l'on voit. Même ils le disent, en termes Wolof, ils disent dès que bidefa metti. C'est une réalité qui est là malheureusement, mais à travers le discours et les actes posés jusque-là, est-ce que vous sentez que les nouvelles autorités sont sur la bonne voie? Écoutez, dire qu'ils sont sur la bonne voie, c'est les actes qui comptent. Ce ne sont pas les paroles qui importent. Il y a eu beaucoup de promesses avant qu'ils ne prennent le pouvoir. On l'a constaté. Ils sont arrivés au pouvoir, comme j'ai dit d'emblée, la réalité du pouvoir les rattrape. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire comme ça. Non, ce n'est pas d'un coup de baguette magique que vous allez changer l'ordre des choses. Les cours mondiaux, on vous le dit, le sucre... parce qu'il y a une tension, il y a une tension sur le marché international aussi. Sur le marché international, et ça se répercute forcément chez nous. Surtout pour un pays qui importe beaucoup d'aliments, beaucoup de produits. Qu'est-ce qu'on nous a dit dernièrement? Que oui, parce que tout le monde se disait, Passif arrive au pouvoir, le pétrole et le gaz sont là, bon... l'ordre des choses va changer. Non, parce que ça va prendre du temps, cette exploitation, et surtout que cela arrive dans la poche du Gorgorlou. Cela va prendre du temps. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Pape Amadou Fall, analyste politique. Abdou Khadra Sanogo, malheureusement, on l'a pas pu joindre, mais le réalisateur Elhadji Goudien a réussi à trouver notre interlocuteur. Hassan Samb, lui aussi, analyste politique. Monsieur Samb, bonjour.
Oui, bonjour Bassani, bonjour à mon confrère doyen Papa Madoufal. Papa Madoufal, oui, nous parlons bien sûr un peu de cette de la demande sociale et de cette tension dans plusieurs secteurs. Alors, les nouvelles, la préoccupation essentielle aujourd'hui des travailleurs Hassan Samb, des travailleurs sénégalais concerne la hausse des prix et la cherté de la vie. On a entendu parallèlement les syndicalistes qui se signalent. Le chef de l'État en Conseil des ministres a demandé un nouveau pacte social avant le 1er mai, la fête du travail. Tout cela, ce sera sous la houlette du Haut Conseil du dialogue social. Vous pensez que ça peut être une solution? Un pacte, peut-être du point de vue de la communication ou du dialogue interne, pour trouver des consensus forts afin de résoudre certaines questions importantes. Mais en tout état de cause, nous avons ici en face deux problèmes. D'abord, un problème de communication au niveau gouvernemental. Il faudrait bien se trouver les voies et moyens d'expliquer aux Sénégalais ce qui se passe réellement. Parce que le contexte international a été extrêmement difficile. Ils héritent d'un contexte difficile. Macky lui-même avait justement subi ce contexte, la guerre en Ukraine, mais aussi la Covid-19, comme vous le savez. Donc, au niveau mondial, rien n'est facile. Hein? C'est extrêmement difficile. Et l'inflation est là, les cours, la cherté de la vie, c'est extrêmement compliqué. Alors, dans un contexte pareil, il faut une bonne communication. Ce n'est pas une communication politicienne qui règle les problèmes et les questions. L'autre aspect, c'est faire face maintenant, trouver des solutions. Ça, c'est la deuxième dimension. Il faut trouver des solutions. C'est-à-dire il faut y aller méticuleusement, mais avec rigueur et très vite. Des stratégies bien réfléchies. Des stratégies bien réfléchies. Et ça, c'est peut-être votre question, c'est dans ce cadre-là. Le cadre social, oui, mais ça ne suffira pas. Ça ne réglera pas les questions de panier de la ménagère. Parce que là, les gens font face à des dépenses immédiates auxquelles il faut peut-être faire face. C'est la dépense quotidienne, c'est les factures d'électricité, d'eau, etc., de gaz, c'est le transport. C'est la scolarité des enfants. C'est la scolarité des enfants, mais il faut régler les problèmes. Je pense que Pape Amadou l'a dit tout à l'heure, le Sénégalais est révolté quand vous frappez son portefeuille. C'est ça le problème de fond. Aujourd'hui, tout ce que vous avez en termes d'argent, ça disparaît tout de suite. Parce que les gens ont mis en place des canaux de telle sorte que, vous ne pouvez rien garder. Et l'épargne des ménages dont le Premier ministre parlait au cours de la déclaration de politique générale, mais ce n'est pas possible pour le moment. Les gens ont des problèmes de survie. Ils ne peuvent pas épargner. Parce que, justement, pour ceux qui ont un emploi décent, ça se compte sur le doigt des mains. Par rapport, bien sûr, à la grande population des Sénégalais. Encore que beaucoup d'entreprises sont en difficulté, subissent des tensions financières. Certaines entreprises même remercient leurs employés, ou alors c'est des salaires qui arrivent en retard. Là aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans le domaine de la presse, nous le vivons quotidiennement. C'est une situation extrêmement difficile. Tout dernièrement, comme vous l'avez dit, des retards de salaire, des entreprises qui ferment, une instabilité, une insécurité au niveau social qui est extraordinaire et qui s'accentue. Je pense que ça ira crescendo dans les prochains mois, dans les prochaines années, si on y prend garde. Parce que quelque part, aujourd'hui, il y a le contexte international, mais aussi il y a le contexte national qui n'est pas aussi favorable. Parce que comme vous l'avez dit, parce que vous savez, on a des problèmes de sécurité sociale, on a des problèmes de stabilité des salaires. Les gens n'ont pas de statut pour la plupart. C'est l'informel un peu. Là, au niveau de l'inspection du travail, on n'a pas les moyens de faire son travail, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est l'informel, les gens gagnent peu, et le peu qu'ils gagnent, disparaît avec la cherté de la vie. Mais si ça continue à ce rythme-là, quelque part, il y aura des tensions partout. Et il risque d'y avoir des tensions partout. Donc, il faut agir. Agir sur des leviers qui sont quand même peut-être maîtrisables pour les Sénégalais. Agir d'abord sur le train de vie de l'État. On a l'impression que toutes les commissions, à part le Conseil social et le HCCT, on a tout maintenu. On a maintenu tout le reste. Les agences et tout. Donc, le train de vie de l'État continue à être très lourd. Au point que d'ailleurs, le budget de la présidence et de la primature n'ont pas changé. Entre 2023, 2024 et 2025, ça n'a pas changé. Donc, quelque part, je pense qu'il faut réduire le train de vie de l'État, voir un peu les leviers sur lesquels agir, sur le plan
commercial, le ministre avait promis, le ministre du Commerce, que l'État peut-être irait vers des magasins témoins ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut réfléchir avec les commerçants, voir un peu les voies et moyens de trouver des astuces pour quand même alléger la souffrance des encore que même pour l'installation de ces magasins témoins, on a entendu les commerçants, les organisations commerçantes demander d'abord des concertations au préalable. Là aussi, c'est un problème. Non, elles ont raison. Ces organisations ont raison. Oui, je pense qu'il faut discuter. Il faut que l'État discute avec ces organisations-là, avec ces syndicats, avec tout le monde. C'est d'ailleurs là, c'est ce que peut-être le président appelle un pacte social. Il faut aller dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand des gens sont spécialisés dans des secteurs, eux-mêmes sont confrontés aux problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire au niveau du contexte international, pour faire des importations, c'est extrêmement difficile. La devise, la cherté du transport, le prix au niveau international, l'inflation, tout ça, la dévaluation qui n'est pas annoncée, mais qui est là, du CFA. Et tout ça, c'est des questions de fond. Auquel tout le monde se trouve confronté. Chefs d'entreprise, commerçants, mais surtout les ménages qui souffrent et qui ne s'en sortent pas. L'ensemble des Sénégalais de façon générale. Ensemble, je reviens à vous tout à l'heure. Pape Amadou Fall, c'est vrai, l'espoir donc porté à Diomaye et Ousmane Sonko, cet espoir était immense. On atteste un peu le suffrage. 54, ils ont été élus à 54,28%. La rupture annoncée, on attend toujours. Les prix prennent l'ascenseur, les salaires prennent l'escalier, si vous voulez. Le rythme est lent. Il faut une communication et des stratégies. Mais par où commencer? Je pense que Hassan, que je salue, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, à la grâce de Dieu, Hassan Pam. Le pacte social, on en parle, mais vous savez, quand les chaînes de solidarité se rompent, au Sénégal, nous vivons, quel que soit votre salaire, vous avez autour de vous une multitude de personnes qui comptent sur vous, que vous êtes obligé de prendre en charge même. Parce que c'est notre foi, notre islam, notre chrétienté qui nous impose cela, cette solidarité. Nous vivons donc en disant, non pas, comme on le dit, avec la famille nucléaire, mais avec une famille extrêmement élargie. Et aujourd'hui, ces moyens, les gens ne les trouvent plus. Quand vous avez 2-3 mois d'arriéré de salaire, votre société ne fonctionne plus et tout le monde désigne l'État en disant c'est eux qui nous doivent. Si je vous dis que moi, j'ai rencontré des gens qui me disent l'État me doit 3 milliards, l'État me doit 4 milliards, l'État me doit même 14 milliards. Mais vous êtes effarés. Vous êtes effarés par rapport à de telles situations. Et ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, malheureusement, le contexte dans lequel nous vivons ne leur permet pas vraiment de dire nous pouvons y aller. Ils essaient. Il faut le reconnaître. Ils essaient. Allô? Oh, Pape Amadou Fall, la ligne a été interrompue. Hassan Sam, vous êtes là? Oui, tout à fait. Voilà, Hassan Sam, aujourd'hui, par où les autorités doivent-elles commencer pour un peu essayer d'atténuer cette tension-là, cette demande sociale? Oui, je pense qu'essayer déjà de régler la dette intérieure. Je pense que ce que disait mon confrère ami Pape Amadou Fall, que Dieu lui prête longue vie. Amen. Il faut régler la dette intérieure. Et ça permettra aux entreprises de souffler un peu. Voilà, c'est que les gens doivent beaucoup d'argent aux entreprises et il faut que pour que les entreprises payent aux salariés et que ces salariés fassent vivre les ménages, il faudrait bien qu'il y ait de l'argent. Donc il faut régler ces questions-là. Le milieu fiscal, on en parle beaucoup. Vous savez, on a des fiscalistes à la tête de l'État, on les comprend aussi. C'est vrai, il faut élargir l'assiette fiscale, je suis d'accord, il faut que les Sénégalais payent des impôts, je suis d'accord. Mais il ne faut pas tout mettre
mettre le pédale sur le levier fiscal. Parce que ça décourage l'investissement et ça ne permet pas aux entreprises de survivre. Vous avez vu ce qui se passe avec la presse. Donc, quelque part, là aussi, il faut davantage travailler ce levier-là, ce levier fiscal. Maintenant, arriver à effectivement discuter pour ce qui concerne les produits de grande consommation, le riz. Je pense nécessairement au riz. L'huile qui est fabriquée au Sénégal, par ailleurs, peut-être pas toute l'huile, le sucre. Mais c'est ces produits de grande consommation, le lait. Mais il faut négocier avec les entreprises, les industriels, négocier avec les pays d'importation. Je pense que ce que l'État a invoqué tout récemment, d'ailleurs, avec l'Inde, discuter avec l'Inde sur le riz, avec le Pakistan, avec d'autres pays, voir un peu comment alléger un peu tout cela, pour que ça puisse impacter sur le prix. Il faut également jouer sur le levier carburant. Je pense que l'essence là et le carburant, c'est encore trop cher. Et puis ça se répercute sur tous les autres secteurs. Quand le carburant est cher, mais tout devient cher. Parce que ça, c'est le prix du transport qui va impacter. Transport de personnes, transport de marchandises. Il faut jouer également sur ces leviers-là. Mais pour réussir tout cela, tout de suite, il faut diminuer ce train de vie de l'État-là. Les gens, c'est la première chose à faire. Oui, il y a trop de conseillers qui gravitent là, et trop de directeurs homologues. Mais ça ne marche pas, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut un strict minimum. Sinon, vous allez entretenir une meute de personnes là pour des raisons électoralistes. Et puis ça, c'est de vieux réflexes. D'accord. On connaît un peu comment ça marche. Merci Hassan Samb. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Hassan Samb, merci beaucoup. Merci à Pape Amadou Fall, deux analystes politiques qui étaient avec nous donc dans la rubrique Point de vue. Point de vue qui met fin à ce midi, présenté par Barthélémy Go, mise en onde Aliou Ba. Réalisation Eladji Ndiogou-Diène, il sera là dans moins de 7 minutes pour le journal de 13h. Chef d'édition Awa Mbaye. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous.